TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce lundi, encore des questions suite à la cession de la part de l'État dans la nouvelle société cotonnière du Togo. L'une d'entre elles ce soir est bien jusqu'où sont impliqués les producteurs de coton dans la réforme en cours. Les condoléances et l'assistance du gouvernement à la famille Koutouati d'Odi Kofi. Leur fils avait été retrouvé mort à Dakwame lors de la période du couvre-feu. Un acte condamné par le chef de l'État. Et puis, l'Institut français de Lomé baptise sa nouvelle scène Jimmy Hope. L'artiste a disparu il y a bientôt un an. Le récit de l'inauguration à suivre en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Une édition que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Dans le but de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a pris plusieurs mesures préventives au rang desquelles figure la fermeture des établissements scolaires de tous les ordres d'enseignement, y compris l'enseignement supérieur, dès le 20 mars 2020. Sur la base des rapports périodiques du Conseil scientifique relatif à l'évolution de la maladie dans notre pays, il a été procédé à l'allègement de certaines des mesures portant sur la restriction de mouvement des personnes. C'est dans ce contexte que les cours en présentiel ont été autorisés le 15 juin 2020 uniquement pour les élèves en classe d'examen des établissements primaires, secondaires et de la formation technique et professionnelle. En vue de compléter les cours à distance effectués jusqu'à présent dans les universités, procéder aux évaluations semestrielles et examens de l'année universitaire 2019-2020, le gouvernement autorise les établissements publics et privés d'enseignement supérieur à reprendre les activités pédagogiques et académiques en présentiel à compter du mercredi 15 juillet 2020. Cette réouverture doit être partielle et tenir scrupuleusement compte de la distanciation physique. Par conséquent, le gouvernement demande aux différents responsables et chefs d'établissement d'enseignement supérieur de veiller à l'application stricte des mesures barrières. Fait à Lomé le 13 juillet 2020, signé le gouvernement. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, l'État cède sa part depuis le feu vert des députés fin juin dernier. Eux, les producteurs, gardent leur participation, 40% dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo. Les producteurs restent au cœur de la réforme engagée avec le groupe Olam. Question ce soir, jusqu'où sont-ils impliqués dans cette réforme en cours dans le secteur de l'or blanc? Voici les éclairages avec Edem Sousoupo. À ce jour, c'est près de 150 000 producteurs qui s'intéressent à la culture du coton. Et pratiquement 500 000 personnes travaillent directement ou indirectement dans la filière. À l'horizon 2022, le Togo ambitionne d'atteindre 200 000 tonnes de production. Les cotonculteurs participent à 40% dans le capital de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo. Ils sont au centre des réformes. Dans le contexte du processus de cession de tout ou partie de la participation de l'État dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, les cotonculteurs ont marqué leur pleine adhésion à cette initiative. D'ailleurs, c'est leur principal souhait, suite aux visites de travail qu'ils ont effectuées au Tchad et en Côte d'Ivoire. Suite à notre doléance, même que le chef de l'État était arrivé à Dakwame, on l'avait invité, et on avait donné des doléances, que c'est comme ça, le rendement au champ et la productivité n'est pas au rendez-vous. Et on s'est plaint aussi des produits insecticides et autres. C'est pour cela, après, il y a un temps qu'on a fait une mission d'échange en Côte d'Ivoire et au Tchad pour aller voir là où le groupe Olam est en train de travailler. On a parlé avec nos camarades producteurs. Ils nous ont expliqué quand même ces appuis
et comment il les soutient. Et surtout en Côte d'Ivoire, ils sont à 1 tonne 100 kg, 1 tonne 200 par hectare. Donc nous étions impliqués et au retour, on a fait le compte rendu. Nous, notre préoccupation, c'est le rendement au champ. Le rendement au champ et la qualité des intrants. Donc c'est ça, nous savons que si avec l'arrivée du groupe Olam, on va aller au moins à 8 tonnes ou bien 900 kg comme nos camarades du Tchad et de la Côte d'Ivoire sont en train de faire. C'est ça qui est notre espoir parce qu'ils nous ont expliqué comment ils le font. Et ils ont des engrais à temps, les produits de qualité, ils font la mécanisation que nous n'avons pas ici. Pour mes rendements, des fois ça a l'air d'aller, mais des fois ça ne va pas. Pourquoi? Parce que nous, comme la main travaille beaucoup là, on n'a pas l'aide pour pouvoir améliorer notre projet. Manque d'argent. Des fois, on ne trouve pas les métaillés. Les métaillés maintenant, tu trouves les métaillés maintenant, oh, un prix là, tu ne peux pas. Donc, toi-même, tu es obligé de travailler avec tes enfants. Des fois, les enfants vont à l'école. Vraiment, quand j'ai appris ça, qu'on va nous amener un partenaire qui va nous supporter, nous montrer comment on va faire. Et ils vont prendre en compte, on va nous aider pour pouvoir améliorer notre filière pour que ça aille en avant. Donc, moi, je suis contente de ça, je suis satisfaite. Si c'est que ça arrive, que ça passe comme ça, là, je pense que tout le monde va faire le coton. Nous aurons un partenaire financier et technique. C'était ça notre préoccupation. Mais le souci, c'était que si aujourd'hui nous sommes avec des techniciens du terrain et que malgré leurs efforts, malgré nous, notre engagement, et qu'à un certain niveau, nous n'arrivons pas à avoir un bon rendement au champ. Et que d'année en année, nous ne faisons que reculer en rendement national. Et voilà, du coup, le revenu du producteur aussi baisse. Donc c'est ce qui devait nous décourager, nous les producteurs. Et cette année, nous avons vu une ambiance du côté de l'État, du gouvernement, en particulier le chef de l'État, qui vraiment a pris sur lui la responsabilité d'être à nos côtés. Moi, je peux dire que nous ne pouvons pas mesurer l'immensité de notre joie que nous, actuellement, nous avons commencé par sentir en nous. D'ailleurs, pourquoi moi, en tant que producteur, cette année, l'année passée, j'ai fait 5 hectares, cette année, je vais doubler. Au moins faire 10. Je sais que déjà, avec ce nouveau talent, tout va marcher dans de bonnes conditions. Lors de la mission au Tchad et en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y a vraiment des changements. Il y a une différence entre le Togo et les deux pays. Surtout à propos de la maîtrise des superficies. Ils ont des méthodes informatisées par lesquelles on enregistre les producteurs, les superficies, et c'est à base de ça qu'on les envoie les intrants. Je vais bientôt mettre du coton dans ce champ de maïs. Et après la récolte, je vais couper les épis de maïs pour laisser progresser le coton. Je fais généralement 7 hectares. Le coton est comme notre épouse. Nous sommes ensemble pour la vie. La culture nous profite énormément. Et pour avoir un bon rendement, je mets des fumiers dans ce champ. Il y a des techniques culturelles à respecter. Et je suis à la lettre ces techniques. Non, on associe le maïs, le soja au coton. Par exemple, si cette année tu as semé le soja quelque part, l'année prochaine, c'est une rotation des cultures. Après le soja, l'année prochaine tu sèmes le coton, soit le maïs. Ça permet aussi la fertilisation des sols. Dans la restitution, ils ont promis de nous aider à améliorer la qualité des intrants. S'ils arrivaient à faire ça, ça peut redoubler aussi le rendement des producteurs. Dans la région maritime, par exemple, les graines de coton sont semées sous les maïs. La campagne va s'étendre du 20 juin au 20 juillet.
La région compte plus d'espaces d'exploitation de coton. La saison 2019-2020 a permis d'emblaver plus de 10 000 hectares et le premier producteur de la campagne antérieure avait emblavé 60 hectares. L'arrivée d'un partenaire stratégique permettra d'augmenter substantiellement le revenu des producteurs. Un accent particulier sera mis sur la mécanisation. C'est l'avenir et le devenir du producteur qui importe. Il faut que les producteurs soient renforcés. Au Togo, nous disons déjà qu'ils sont bien organisés. Il faut renforcer les capacités. La NST, qui est la nouvelle société, doit être renforcée pour qu'ensemble, en conjuguant nos efforts, on aille vers des rendements. D'antan, nous sommes dans une actualité aujourd'hui qui fait que c'est mieux de faire 100 000 hectares, d'avoir 1500 hectares et de boucler un volume important pour tirer les autres maillons de la chaîne jusqu'à la filature, jusqu'à la transformation, la production de vêtements. Ça s'est fait au Togo ici, pour que le paysan puisse tirer profit au-delà du produit brut, de la valeur ajoutée sur le sol togolais. Au moins que nous passions par les transformations les plus importantes au lieu d'exporter du produit brut. Les agriculteurs d'ici 3 ans verront leur performance renforcée. Ceci avec un raffermissement de l'encadrement. On parle d'un ratio d'appui conseil de 1 conseiller agricole pour 400 producteurs contre 1 conseiller pour 1300 environ actuellement. Des partenaires ont été identifiés, mais le seul pour l'instant, à moins que quelqu'un nous dise le contraire, qui s'est déjà investi par lui-même en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et qui est le deuxième, j'allais dire, trader. C'est celui qui se connaît en coton au monde, c'est Olam. Avant Olam, il y a l'huile des fruits. C'est ceux-là qui achètent le coton. On reconstruit une deuxième étape de réforme au niveau de la filière cotonnière, en trouvant un partenaire qui peut financer, qui est capable de financer la construction de nouvelles usines. C'est quelqu'un qui est spécialisé en la matière, qui l'a fait dans plusieurs pays. C'est un agrégateur d'autres produits. Alors, où est-ce qu'on ira chercher mieux? Mais il faut commencer, et je pense que c'est l'autorisation qui a été donnée au gouvernement sur sa demande d'intégrer un partenaire privé dans la filière, et c'est celui-là qui a été identifié. Maintenant, tout un travail reste à faire après le OK donné par l'Assemblée nationale pour discuter maintenant des détails. Si vous venez à un paysan, à un groupement, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Les intrants, bien sûr, mais autre chose, les aides, les appuis, l'achat du coton, tout ça là va être chiffré comme son apport. Donc, s'il faut trouver un financement pour réparer l'usine de Notien, qui n'est pas loin de chez nous ici, on ne va pas commencer par parcourir le monde. Lui va s'engager sur la base de thèmes clairs. Et ça, ce n'est pas une vente à vitam, c'est-à-dire, définitivement, il est là pour 51%, l'État est là pour 9%, mais les producteurs restent déterminants à 40%. La Fédération nationale des groupements de producteurs du coton, grâce aux dividendes perçus, a acquis 50 tracteurs cette année. Ils sont mis à la disposition des agriculteurs. Déjà, 1050 hectares ont été emblavés en moins d'1 mois. 2 autres projets sont en cours de réalisation, notamment l'achat des terrains et des appareils de récolte. Des interrogations vous annoncez, en début de journal, suite à la session donc de la part de l'État. Autre interrogation ce soir avec cette session, la réforme engagée. Quelle sera désormais la marche à suivre dans le secteur coton? C'est une préoccupation des techniciens d'encadrement, des producteurs, bref, de tous les acteurs de la filière. 2 sessions de formation tentent de répondre aux interrogations, l'une à Thiévier, l'autre à Kara. Pour l'intérieur, les précisions et de M. Soupo. Rendement des cotonculteurs, augmentation significative de leurs revenus et la transformation locale du coton.
Des sujets essentiels au centre des débats entre techniciens et producteurs du coton. L'enjeu est de taille, surtout en ces moments où le gouvernement compte redynamiser le secteur. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, veut mettre tous les acteurs au pas et au même niveau d'information pour une campagne cotonnière réussie. Avant même que la loi ne passe à l'Assemblée, l'engagement et la volonté du chef de l'État, c'est qu'on encadre mieux les producteurs, on les forme mieux. C'est dans ce cadre que cette formation a commencé depuis les savanes et se boucle ici aujourd'hui. Les semis ont commencé, il faut les suivre. Il faut les intrants. Il faut que les pratiques soient mieux mises en place dans les champs pour que le rendement soit au rendez-vous. Le revenu s'améliore et en temps, le soja, l'anacarde, le maïs, mieux commercialisé, ça va apporter plus de revenus. Et c'est ce que nous disons qu'on veut doubler, tripler le revenu des producteurs. Cette volonté de dynamisation de la filière cotonnière est beaucoup plus grande quand on sait que l'État est dans un processus de cession de tout ou partie de sa participation dans le capital de la NSCT. Il est demandé aux acteurs de la filière une unicité d'action et de langage et une réelle ambition de chacun pour relever le défi d'une agriculture industrielle et productrice d'emplois. Après la formation, une visite a été rendue aux producteurs de pays dans le Zion. Il s'est agi de leur expliquer la nouvelle donne et la dynamique d'action dans laquelle l'État s'est engagé pour leur bien-être. Et l'objectif de toutes ces réformes, eh bien, c'est d'améliorer les rendements. Idem ici, à l'unité de transformation de commercialisation du riz, PADI, c'est à Sotouboua. Le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, s'est rendu sur place. Pourquoi et pourquoi faire? La motivation de cette visite sur le site, c'est avec Lucassi. Passionnée de la terre, Prenam a décidé de se consacrer à l'agriculture. Elle s'est lancée dans la production du riz il y a 4 ans déjà. Créatrice de l'entreprise Jéricho Production de riz, elle évolue sur un espace de 100 hectares. L'initiative lui est venue après une expérience à l'extérieur du pays. J'ai aimé le sol et j'ai aimé l'agriculture. J'ai fait 2 ans d'expérience au Ghana. Et après l'expérience, là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller travailler chez moi? C'est pour cela, en tant que Togolaise, j'ai pensé rentrer chez moi, créer mon entreprise et faire ma production au Togo. Moi, mon rêve, c'est de produire et pouvoir nourrir ma population avec le riz local au Togo. Elle rêve grand. Après un rendement de 2,500 tonnes de riz enregistré sur l'hectare l'an dernier, l'entreprise Jéricho Production de riz veut passer à la vitesse supérieure. Elle a sollicité et obtenu un appui et accompagnement du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risque MIFA. Pour la production sur 1 hectare, on a fait 2,500 tonnes. Mais bon, si on produit bien, on aura au moins 4 tonnes par hectare. J'ai signé le contrat avec ESOP pour pouvoir livrer mon riz en même temps et avoir remboursé le crédit. Mais mon rêve est que de produire et transformer à la commercialisation. J'avais commencé toute seule. Mais comme je voulais avancer avec ma production, compte tenu de financement, je n'avais pas les moyens d'avoir ces financements. Alors mon rêve d'aller jusqu'à 100, 200, même jusqu'à 300 hectares. Donc c'est pour cela que je me suis dirigée vers le ministère et le ministère m'a dirigée vers MIFA. Et je pense que c'est à travers le MIFA que j'ai eu un financement sur les 100 hectares pour pouvoir faire ma production. Sinon avec le MIFA, avec son appui, son accompagnement, vraiment ça nous arrange. Sur les 100 hectares dont elle dispose, Prenam a exploité jusqu'à 87 hectares pour la campagne agricole en cours. La semis est déjà effectuée. Dans 2 semaines environ, cet espace sera vert de plants de riz. Au nord-est de ce champ se loge la rizière de Camp Agrobusiness. Elle s'étend sur 50 hectares. L'entreprise a bénéficié de 13 millions de francs CFA par le biais du MIFA pour lancer sa nouvelle campagne agricole. Elle tourne autour de 3 à 3,5 tonnes de riz par hectare.
K-Agrobusiness veut faire mieux cette année. Avant déjà même de s'installer ici, nous avons déjà signé un contrat avec Aesop Mango. Dès que la production est finie, la récolte est faite, et Aesop Mango vient acheter notre riz. Bon, nous allons dire que si nous sommes ici aujourd'hui à Tanyamboul, c'est grâce à MIFA. C'est grâce à MIFA que nous tenons vraiment à remercier. MIFA nous a fait un crédit de 13 millions. Et c'est sur ces 13 millions que nous sommes en train de travailler dans le bas-fond de Tanyamboul. Et sans MIFA, en tant que K-Agrobusiness, aucune banque, sincèrement, n'allait nous accompagner. Donc c'est le partage de risque que MIFA a installé et qui nous a permis aussi de pouvoir nous installer dans ce bassin avec ce montant. Et nous, en tant qu'entreprise, nous avons soumis donc, un plan. Après étude du dossier, nous avons obtenu donc le crédit. Et bien sûr, après certaines formations. Les années passées, nous avons fait au moins sur 10 à 20 hectares. Bon, cette année, nous sommes partis à 50 hectares. Et nous prévoyons, c'est certainement l'année prochaine, aller encore à 100 ou 200 hectares, s'il plaît à Dieu. Cultivé dans le bassin de Tanyamboul, dans la préfecture de Dalpen, le riz de K-Agrobusiness a déjà des preneurs en attente. Et justement, Agrimou Entreprise est l'une des structures qui s'arrachent les riz cultivés localement pour la transformation et la commercialisation. Créée en 2012, l'entreprise déverse sur le marché local 300 à 400 tonnes de riz par an. Depuis sa rencontre avec le MIFA, elle a nettement progressé. L'arrivée de MIFA nous a permis d'accroître nos activités en quittant de 400 tonnes à 1300 tonnes. Et ça nous a permis également d'avoir du crédit pour l'achat de notre matière première. Donc du coup, on était à 400 tonnes et aujourd'hui nous sommes à 1300 tonnes pour un crédit de 230 millions. Le personnel a augmenté également. Nous étions à 10 employés. Et là, nous sommes en moyenne 25 employés. Avant le projet, nous avons 200 à 300 tonnes annuelles de produits finis. Mais là, nous sommes à 800 tonnes de produits finis. Sa collaboration avec les producteurs à la base lui permet de les fidéliser et surtout de les aider à vivre de leurs activités champêtres. Le professionnalisme observé dans la production et la transformation de ce riz lui confère une qualité particulière. C'est un riz naturellement parfumé, produit par nos producteurs. Donc du coup, c'est un produit qui est d'abord très riche en vitamines et c'est un riz qui est vraiment laiteux et apprécié de tous. La collaboration avec les producteurs, d'abord ça consiste à les appuyer en termes de conseils pour améliorer les rendements. Ensuite, en collaboration avec MIFA, nous les accompagnons à acquérir des crédits de campagne, de production. Et en fin de campagne, l'entreprise assure l'achat de la matière première auprès de ses producteurs. C'est un exemple palpable de l'efficacité des coopératives et des chaînes de valeur mises en place par le MIFA. Elles font leur preuve au profit du bien-être des acteurs du secteur agricole. L'affaire avait fait grand bruit. Les faits remontent à la nuit du 22 au 23 avril dernier. Un homme a été retrouvé mort pendant la période du couvre-feu à Adakwame. Une bavure policière à en croire les populations. Un acte condamné par le président de la République. 3 mois après le malheureux incident, eh bien, le gouvernement exprime encore ses condoléances et apporte son assistance à la famille. Sonia Medipo. La ministre de l'Action sociale, aux côtés de la famille du nommé Dodi Koutouati, il a été retrouvé mort dans la nuit du 22 au 23 avril à Adakwame. Nous étions en période du couvre-feu dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Chabinandi Yentare Kolani est une envoyée du président de la République. Elle est allée exprimer ses condoléances et sa compassion à la famille éplorée. Le chef de l'État m'a dépêché pour que je vienne exprimer sa compassion à la famille éplorée ainsi qu'à la communauté d'Adakwame. Il m'a chargé personnellement de leur dire qu'il a été très touché par ce qui s'est passé et vous avez tous suivi. Il a condamné l'acte. Nous avons en fait attendu que les esprits se calment pour arriver. Moi, je me réjouis de l'accueil qui nous a été
réservés. Ils ont été très compréhensifs. Je rendrai fidèlement compte au chef de l'État. Ce que nous avons demandé à la famille, c'est de prier pour le repos de l'âme du défunt. La démarche est appréciée par la famille qui a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État. Nous saluons la démarche entreprise par le chef de l'État. Cela nous va tout droit au cœur. Ceci prouve une fois encore qu'il ne nous a pas oubliés. Et je dirais même que l'arrivée de la délégation ici aujourd'hui dénote de la sagesse du gouvernement, car ça aurait été 3 mois auparavant, cette action ne serait possible vu la tension qu'il y avait. Donc, nous disons merci au président de la République. Une enveloppe financière ainsi que des vivres ont été offerts à la famille du regretté disparu. Assistance, sensibilisation sur les gestes barrières, à la débat, aussi toujours les pieds à l'étrier. Le cas encore dans le Tchaoudo auprès des personnes vulnérables. Nous reviendrons en image sur le sujet dans nos prochaines éditions. Lomé n'est pas en reste. Lomé toujours enclin, vous le savez, aux difficultés d'accès à l'eau potable dans certains quartiers de la ville. Bientôt, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Le gouvernement annonce la construction de grands forages. Augustin Kossi. L'eau potable, une denrée vitale à pourvoir à toutes les couches sociales au Togo. Et le gouvernement s'y emploie à travers des travaux de renforcement du système d'alimentation et d'adduction d'eau potable. Dans les milieux urbains, semi-urbains et ruraux, de nombreuses infrastructures ont vu le jour. Des réalisations qui ont permis l'alimentation des zones non couvertes et la consolidation des systèmes existants dans le pays. Dans la ville de Lomé, par exemple, des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable seront bientôt entrepris. Un projet mis en place pour répondre au mieux aux besoins sans cesse croissants des populations. Des besoins qui ont connu une forte augmentation ces derniers temps. Ceci est dû à la demande en eau potable engendrée surtout par la récente réduction du coût de branchement d'eau dans le contexte de la riposte à la pandémie liée au coronavirus. D'un coût total de 700 millions de francs CFA, ces travaux vont favoriser une amélioration croissante de l'accès à l'eau potable des populations de Lomé. Ils permettront également d'améliorer sensiblement la desserte en eau de la base ville ainsi que les quartiers périphériques. Prévus pour démarrer dans la deuxième moitié du mois de juillet, les travaux vont durer 6 mois et consisteront à réaliser des forages profonds à gros débit pour alimenter 3 châteaux. Des réalisations qui s'ajouteront à la panoplie d'actions initiées par le chef de l'État dans la lutte contre le coronavirus au Togo. D'autres travaux similaires sont programmés dans d'autres quartiers de Lomé et les localités de l'intérieur du pays. C'est un exercice au quotidien, le point sur la situation, la riposte contre le Covid-19. À Tapamé, la coordination nationale a rencontré le comité local Covid-19 au goût. On fait le point avec Sylvain Raboudou. Aussitôt, le tout premier cas détecté au Togo, le chef de l'État, Foreso Zimna Nyasingbe, a pris des mesures idoines, notamment la mise en place de la coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19, une coordination appuyée à la base par les comités locaux de gestion implantés dans chaque préfecture, avec à leur tête les préfets. Leur mission au niveau local, mettre en œuvre toutes les dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la crise, mais aussi mener des actions locales destinées à contrer la propagation de la pandémie. Aujourd'hui, la coordination nationale est à la rencontre de ces comités locaux, notamment celui de la préfecture de Logou, pour évaluer les acquis en matière d'intervention sur le terrain, échanger avec le comité sur ce qui est fait en termes de riposte. Il est important pour la coordination nationale que nous représentons de venir voir avec ce comité local ici à Tapamé, comment est-ce que ils sont organisés depuis le début, comment est-ce que ce comité mène la lutte, les mesures prises pour faire respecter toutes les dispositions prises pour contrer la crise et les échanges que nous avons eus nous ont rassurés par rapport aux dispositions localement prises ici
et aussi à l'engagement de monsieur le préfet, madame le maire également, et de tout le comité local qui a permis à cette préfecture d'être parmi celles qui ont les meilleurs résultats dans notre pays. Ogou maîtrise la gestion de la crise et nous nous saluons, nous nous félicitons de tout cela. Atapamé est donc un grand carrefour, un point de passage de tout voyageur qui souvent marque des arrêts pour s'approvisionner en fruits et bien d'autres. Le respect des mesures barrières doit donc être de mise pour mieux prévenir la pandémie. Et pour un meilleur suivi au cas où un cas est détecté, un centre de prise en charge est en construction. La coordination a également fait une visite sur le site pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Les travaux avancent assez bien. Nous avons vu également donc, un comité qui est soudé, qui travaille régulièrement. Je pense que c'est autant d'éléments que nous retenons donc, de cette visite-là. D'autres préfectures vont être également visitées, notamment le Moyen-Monou et la Kébou, la préfecture la plus touchée dans la région. Il s'agit pour la coordination de se faire une idée sur les mesures prises en vue de renforcer la lutte sur le terrain. Et voici en chiffres la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, lundi 13 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 721, un nouveau cas depuis hier. Le nombre de cas guéris est de 517 avec 4 nouveaux cas guéris depuis hier. 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 189 et le nombre de décès est de 15, communiqué rendu public par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Et sachez dans la foulée que l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO, à travers sa coordination nationale, appuie également le gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Illustration, cette campagne de sensibilisation menée au profit des établissements scolaires, orphelinats et autres lieux pénitentiaires ce vendredi dernier. Les précisions avec Dodo Ouaré. Le Togo a opté pour une sensibilisation accrue dans la lutte contre la pandémie au coronavirus. Toutes les couches sociales jouent ainsi leur partition. C'est en cela que l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture ICESCO, à travers sa coordination nationale Togo, mène cette action de sensibilisation au profit des établissements scolaires, orphelinats et lieux pénitentiaires. Nous allons bien nous entretenir, respecter les mesures barrières et grâce au dispositif de lave-main, nous allons laver bien les mains. Nous remercions le ministre de l'Environnement d'avoir passé chez nous aujourd'hui dans notre établissement, le Centre culturel islamique de Lomé 2. Il nous a parlé des mesures barrières, le lavage des mains. C'est un sentiment de surprise et au-delà de ça, un sentiment de gratitude à l'endroit du ministère de l'Environnement qui vient nous appuyer en ce temps de difficultés sanitaires sans pouvoir tomber dans les travers de cette maladie. Nous nous réjouissons du fait que le ministère de l'Environnement ait pensé aux prisons comme étant la population vulnérable. C'est un merci à l'ICESCO à travers le ministère de l'Environnement qui coordonne les activités de l'ICESCO pour dire que nous sommes très satisfaits de la démarche qui a été faite à l'endroit des prisons, de certaines prisons de notre pays. L'acte vient ainsi en appui aux efforts consentis déjà sur le terrain par le gouvernement. Nous sommes mobilisés pour faire cette tournée, pour témoigner également notre engagement auprès de l'ICESCO, pour que l'ICESCO sache que l'appui apporté au Togo est un appui dont nous sommes bénéficiaires et nous ferons tout ce qui est de nos pouvoirs pour que les vrais bénéficiaires puissent être atteints. Quand on parle des tout petits, c'est un canal sûr et beaucoup plus dans des actions de développement, lorsqu'on arrive à faire passer des messages à travers les tout petits, ça porte. Parce que derrière ces petits, nous avons des parents. Et j'étais moi-même sidéré en posant des questions à ces tout petits qui répondaient pratiquement, qui ont la maîtrise même des contours de la pandémie. Et c'était un satisfait
et en leur demandant de relayer les informations qu'ils nous ont communiquées à leurs parents, je crois que chacun continuera à jouer sa partition. ISESCO est une organisation mondiale qui a une vocation socio-humanitaire et culturelle. Elle promeut le bien-être sanitaire et environnemental des populations pour un développement intégral. Elle compte étendre ses actions à d'autres structures à l'intérieur du Togo. Enfin, ce double événement, pour refermer cette édition, je vous l'annonçais en titre, l'Institut français consacre sa nouvelle scène à Jimmy Hope, l'artiste disparu il y a bientôt 1 an. Dans la foulée a lieu la pose de la première pierre pour la construction du pôle pédagogique de l'Institut. Il ouvrira ses portes en 2021. Nous reviendrons plus amplement sur le sujet demain dans nos éditions. Ce communiqué de la HAC, avant de boucler définitivement cette édition, il a été donné à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, garante de la liberté et de la protection de la presse ainsi que des autres moyens de communication de masse, de constater que des personnes mal intentionnées tirant profit du développement des technologies de la communication, notamment de l'Internet, s'adonnent au piratage des contenus audiovisuels et des œuvres de l'esprit en proposant leur réception à des tiers en toute illégalité. Ces personnes liées à des opérateurs étrangers véreux qui leur fournissent des équipements techniques piratent les programmes télévisuels protégés par les droits et diffusés par des sociétés régulièrement installées au Togo, notamment la société Canal+, et qui sont reçus par abonnement. Ce piratage a pour conséquence non seulement un manque à gagner important sur ces sociétés, mais surtout des pertes de ressources fiscales pour le trésor public. Le président de la HAC tient à rappeler que la diffusion publique ou à des tiers, par quelque moyen technique que ce soit, de programmes audiovisuels protégés est soumise à une autorisation et à la signature d'une convention d'exploitation avec la HAC. À ce jour, seules les sociétés Canal+ et New World TV sont autorisées à diffuser des programmes et contenus audiovisuels protégés et à les mettre à la disposition du public par voie d'abonnement. Toute diffusion de programmes audiovisuels ou radiophoniques protégés est d'une part passible de sanctions de la HAC et constitue d'autre part un délit de contrefaçon puni par le Code pénal togolais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller à 10 ans et d'une amende à 30 millions de francs CFA en cas de récidive, sans compter la confiscation des biens et recettes induites par cette activité. La HAC invite par conséquent les personnes qui s'adonnent à cet exercice hors du cadre légal à cesser immédiatement leurs activités qui non seulement portent atteinte à l'ordre public et préjudice à l'économie nationale, mais encore aux intérêts d'opérateurs économiques régulièrement installés, communiqué de la HAC. Et ceci referme donc cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir. Ou précisément, à Timbou Lonong, dans la préfecture de Sinkassé, et à Bafilo Badé et Dideroi, dans la Solier. Comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée. Prenez bien soin de vous.